Bonjour les amis, je suis ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo sous le ciel d'hiver, ici directement place de la Libération avec en arrière-plan derrière moi le palais des Ducs de Bourgogne. Dans cette vidéo, nous allons faire une revue de ce vélo, le Lapierre Pulsium Allroad SAT, un vélo pas tout à fait vélo de route, pas tout à fait gravel, un peu entre les deux. Et la question à laquelle on va répondre, est-ce que ce type de vélo, plutôt ce segment emprunté par ce vélo, est un segment, allez, disons-le, purement marketing, ou un segment qui va vraiment intéresser une large population? Dans cette vidéo, je vais également donc vous présenter en détail ce vélo. Et puis, comme vous aimez bien en général que je mélange cyclisme et patrimoine, on va donc voir ensemble quelques lieux emblématiques de Dijon, puisque Lapierre, historiquement, est une entreprise dijonnaise. Alors les amis, là au moment où je tourne, vous voyez, je ne sais pas si ça se voit à l'écran, mais c'est en train de neiger et c'est une vraie patinoire. Je peux partir en moonwalk, c'est vraiment super dangereux. Alors je vous emmène avec moi dans la cour des palais des Ducs de Bourgogne. Alors pour ça, il faut se replonger à 1363. C'est la grande époque de Philippe le Hardi et son fils Charles le Téméraire. À l'époque, il faut savoir que le duché de Bourgogne s'étendait jusqu'à la mer du Nord et il a même failli faire trembler le royaume de France. Il y a une lutte vraiment contre le roi de France qui a fini par gagner, mais en tout cas, le duché de Bourgogne était extrêmement important. Pour en savoir un peu plus, allez, je vous emmène pendant une petite minute. C'est un extrait de reportage Déraciné des ailes. Et puis on se retrouve juste après pour regarder en détail comment ce vélo est conçu. Mais Dijon, au Moyen-Âge, c'est surtout un siècle d'or. Le siècle des 4 fantastiques, les 4 ducs de Bourgogne les plus puissants de tous les temps, à savoir Philippe le Hardi, Jean sans peur, Philippe le Bon et Charles le Téméraire. À leur époque, il est tellement puissant, le duché de Bourgogne, qu'il se prête à rêver. Et pourquoi pas l'indépendance, la souveraineté, pourquoi pas un royaume, et pourquoi pas un empire, et faire de Dijon, eh bien, la capitale de l'Occident. En plus, à cette période, 14-15e siècle, la France est complètement affaiblie par la guerre de 100 ans, et split avec l'Angleterre. Donc du coup, les grandes voies de communication, de commerce, d'échange, elles passent plus trop par la France, elles passent par la Bourgogne. La Bourgogne qui s'enrichit, qui se prête à rêver, et pourquoi pas même dégommer les Français. On a Jean sans peur en 1407 qui hésite pas à tuer le frère du roi, Louis d'Orléans, en plein Paris, et il se fait construire une tour, la tour Jean sans peur, dont la tour Philippe le Bon, ici derrière moi, du début du 15e siècle, elle est un hommage. Ça, c'est le symbole des Bourguignons, qui peut-être rendront la France. Et oui, cette tour Philippe le Bon du milieu du 15e siècle, c'est vraiment pour moi le symbole de la toute-puissance du duché de Bourgogne qui rivalisait avec le royaume de France. Là, c'est la cour de bar. Le grand bâtiment là, c'est les anciennes cuisines ducales. En face, c'est le musée des Beaux-Arts. Regardez un peu cette architecture. Allez, on va aller regarder ça ensemble. C'est vraiment un site magnifique qui a été restauré il y a très peu de temps. Moi, je trouve que c'est très beau. Alors là, c'est fermé, mais ici, sur votre droite, allez, je vous emmène. On a donc les anciennes cuisines ducales de ce palais des Ducs de Bourgogne. Et puis là, on va retrouver un sculpteur qui était important pour la ville de Dijon. C'est beau, hein? Et ben, c'est un bon endroit pour vous présenter en détail, allez, ce vélo, comment il est composé. Alors, ce Lapierre Pulsium Allroad SAT, c'est un vélo en carbone. Alors le Pulsium n'est pas un vélo de gravel comme l'expliquait, mais c'est un vélo, on va dire endurance, qu'ils ont gravélisé. Donc on retrouve un cadre carbone équipé avec le groupe Shimano GRX 810, double plateau. À l'avant, on a donc un plateau de 48, un petit plateau de 31 et à l'arrière, une caissette 11 pignons 11-34. Donc un développement assez polyvalent et moi qui suis très monoplateau, je trouve que c'est une bonne stratégie d'avoir mis ce vélo en double plateau parce que sa vocation, c'est clairement la route et on va dire le gravel léger. Il est équipé avec des roues DT suisse, des moyeux également DT Suisse 370 à tirage droit, donc des bonnes roues, c'est pas les meilleures mais c'est quand même des bonnes roues en aluminium. Et puis pour le reste, on accepte, ce vélo en tout cas accepte des pneus un peu plus larges. Il est ici équipé de pneumatiques, c'est la première fois que je les testais, qui sont les WTB Expanse, ici en 32 mm, bande lisse au milieu, légèrement crantée sur les côtés. Et ce vélo accepte jusqu'à des pneus de 35. Ils ont fait le choix également, pour plus de polyvalence, de mettre un cintre un peu plus large que les cintres classiques. Normalement, sur ce type de vélo, donc taille M par rapport à ma géométrie en route, je serais plutôt en 42. Là, ils l'ont équipé directement avec un cintre en 44, donc un peu plus large. Et
un flair légèrement évasé, pas trop, très légèrement évasé. Je vous montre pour avoir une bonne prise en main et une bonne stabilité quand vous roulez en bas. Et puis, dans la tendance moderne des vélos, tout intégré. Pourquoi on appelle ce vélo Lapierre Pulsium SAT? Parce que ici, vous avez, si j'arrive à l'ôter, normalement, c'est le cas, mais avec le froid, je ne suis pas sûr. Ah si, je vais y arriver. Hop, vous voyez, le carbone s'arrête. Bizarre, hein? Et ici, vous avez en fait cette pièce qui est en élastomère, qui s'appelle SAT, qui, lorsque le cadre va travailler, va jouer un rôle de filtre d'absorbant. Alors, c'est pas du tout une suspension. C'est un système qui, à la longue, alors, faut savoir que je teste ce vélo depuis l'automne. Je dirais que c'est un système qui est là pour apporter du confort. Alors, ce vélo est très confortable. Maintenant, honnêtement, si je ne l'avais pas, est-ce que j'aurais vu la différence? Difficile à apprécier. C'est quand même subtil. J'ai trouvé ce vélo très confortable, mais est-ce que c'est lié à ça? Est-ce que c'est lié au pneumatique? Est-ce que c'est la conception d'ensemble du vélo? Difficile à dire. Alors, comme je l'expliquais, ce vélo est vraiment dans une conception très moderne, puisqu'on a un système tout intégré, que ce soit au niveau des durites et puis également le collier du serrage de tige de selle. Et puis on retrouve en fait cette géométrie propre à la pierre avec donc les haubans qui viennent en fait prendre à la fois le tube de tige de selle, mais qui viennent surtout s'insérer sur le tube, sur le top tube. Ça, c'est vraiment une marque de fabrique qu'on retrouve quasiment sur tous les modèles Lapierre. Et pour la petite anecdote, moi j'ai une histoire un peu particulière avec ce vélo, avec le Pulsium, car avant de lancer ma chaîne de gravel, j'ai roulé sur ce vélo. Pas ce vélo-là en particulier, mais la version précédente, qui était une version frein patin, beaucoup plus sportive que n'est celui-ci. Il était alors équipé, c'était vraiment le haut de gamme de l'époque, il était équipé avec le groupe Shimano Durace Di2. J'avais des roues Mavic en carbone, des petits pneus en 25 et le vélo pesait moins de 7 kg à l'époque. Pour vous dire également, je fais une petite remarque, souvent c'est vrai qu'on voit que les prix ont vraiment augmenté quand on regarde l'avant et l'après Covid, sachant que à l'époque, je vous dis, c'était le plus haut de gamme de chez Lapierre. Il était en dessous des 7 000 €. Aujourd'hui, si je voulais avoir l'équivalent, c'est-à-dire le plus haut de gamme, je serais quasiment à 3 000 € de plus. Ce qui me permet d'ailleurs de parler du prix de ce vélo, qui pour le coup est extrêmement bien placé, puisqu'en ce moment, Lapierre le propose aux alentours de 2 850 €. Ce qui en fait, au regard de l'équipement, un très bon cadre carbone, des roues d'été suisses, tout intégré, le groupe Shimano GRX, une très bonne selle sans Marco, franchement un excellent rapport qualité-prix. Et puis une dernière question pour les aficionados des chiffres, ce vélo pèse juste au-dessus des 9 kg, 9 kg 100, 9 kg 2. Mais une fois, ça va dépendre des choix de pneumatiques que vous allez faire. J'espère que là vous m'entendez bien, parce que là il fait un froid de canard. Là il y a un peu de neige, aéron, un peu de transit froid. Il y a un peu de neige qui est arrivée, et là on est dans des températures négatives, mais il y a du soleil, donc parfait pour faire un bon test de vélo. Alors sur route, ce vélo est très vif, très réactif. Alors il est moins rigide que la version que moi j'avais antérieurement, donc la version qui était un frein patin. Donc le cadre est travaillé avec cette géométrie beaucoup plus confort que je vous expliquais. On est vraiment bien porté sur ce vélo. Il est fluide, il est réactif, bien que les roues d'été suisse qui sont dessus mériteraient une montée en gamme. Je pense que avec les GR 1600 que Toxem d'origine, le vélo sera encore meilleur, sans parler d'avoir des roues carbone light. Vous voyez là, je roule à un bon 33-35 à l'heure, sans problème. Donc le vélo il s'emmène bien. Alors il y a plus d'inertie que l'ancienne version, qui avait des roues aussi plus légères, mais une fois lancé, vraiment il n'a pas à rougir avec un vélo de route.
Et donc, vous pouvez rouler dans un groupe de cyclosportifs sans aucune difficulté. L'autre point positif, c'est le groupe de GRX. Ici, lui sort un groupe vraiment très très agréable. On est en mécanique, hein. Et c'est fluide, ça marche, ça freine bien. J'ai beaucoup de plaisir à être en double. Et je pense que moi qui suis très monoplateau, le monoplateau n'aurait pas vocation sur ce vélo. Puisque clairement, c'est un vélo de route fait pour vous lancer dans des petits chemins un peu cabossés, mais qui restent quand même très roulants. Et là, l'hiver, c'est vraiment un mulet parfait pour ceux qui sont routiers et qui veulent un vélo l'hiver avec des pneus plus larges, qui craignent moins les intempéries, qui sont faciles à emmener, plus confort. C'est le vélo parfait pour les routiers pour passer l'hiver. Vous voyez là sur du gravel comme ça, plat, roulant, les pneus en 32, légèrement crantés, font très très bien le travail. C'est pas du tout déconnant quoi. Ça répond bien. Sur du roulant 32, ça passe. D'ailleurs, je vois bien que sur les événements longue distance, comme la Desertus Bicus par exemple, où c'est essentiellement de la route, mais simplement les checkpoints qui sont en zone off-road, c'est vraiment le vélo idéal pour faire ça. Sur la route, on peut vraiment bien rouler, et dans les sections gravelisantes, eh bien, on n'est jamais pénalisé, sachant qu'on pourrait mettre des pneus un peu plus larges. Mais là, 32, c'est bien, ça laisse le dégagement, bande centrale au milieu, cranté sur les côtés. Là, je suis gonflé à 3 barres. Alors moi, je gonfle pas beaucoup, hein. Je fais 77 kg, 1m79, et en 32, 3 barres, 3 barres 5. Oh, par contre, là, c'est du verglas. Voilà, 3 barres, 3 barres 5. Et puis, en gravel, beaucoup moins, parce que les pneus sont plus larges. Mais là, je trouve que 3 barres 5, c'est la bonne alchimie entre un pneu suffisamment gonflé qui apporte du rendement sur la route et suffisamment souple pour filtrer là sur les chemins. De toute façon, le gravel, c'est toujours une question de compromis. Et celui-là, on ne peut pas dire que c'est vraiment un vélo de gravel. C'est un vélo de route, typé endurance, qui permet de se lancer dans des chemins de gravel. Alors on peut clairement dire qu'aujourd'hui, les frontières sont de plus en plus floues entre gravel, route, endurance. C'est vrai qu'il y a toute une panoplie là, qui s'est développée. Alors certains verront que du marketing, ce qui n'est pas complètement faux. Maintenant, il faut redéfinir ce qu'est le terme marketing. Mais je crois que surtout, ça répond aussi à une offre. Enfin, comment dire, c'est à la fois l'œuf de la poule et la poule de l'œuf. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'à la fois ce type de vélo se développe parce que peut-être les marques y voient une opportunité, mais ce sont des entreprises, et comme toute entreprise, elles sont là pour faire des bénéfices. Et d'un autre côté, si elles proposent ça, c'est qu'en fait, c'est aussi une demande, et que ça répond à un besoin. Je vois dans les utilisateurs, il y en a beaucoup d'entre vous qui vont détester aller dans la caillasse. Ça se voit dans les commentaires. Dès qu'il y a 3 cailloux, non, mais ça, c'est du VTT. Je ne vais pas rentrer dans la polémique. Du coup, si vous voulez rester sur une pratique, allez, 80-90% de route, et le reste, gravel roulant comme ici, c'est sûr qu'un vélo comme ça, c'est parfait. Il n'y a pas besoin d'aller sur des pneus en 45, il n'y a pas besoin de mettre des artifices comme des suspensions, il n'y a pas besoin de développer des choses très larges. Et là, on a vraiment le confort d'un SAT très large, c'est ce qui est le plus large qu'à route. Ici, on est en 44 pour moi, alors que je roule depuis dans 42. Donc le vélo était bien pensé pour ça. C'est sa vocation. Vous voyez, comme là par exemple, je suis en milieu de cassette à l'arrière, grand plateau à l'avant, et sur du plat, ça s'emmène très bien, hein. Là, je roule à 27-28, c'est juste parfait. Le GRX, il est précis, fiable, c'est une valeur sûre, hein. Je connais pas vraiment de gens qui ont eu des problèmes avec le GRX. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des soucis avec, mais
sur l'ensemble des utilisateurs. Franchement, ce Shimano est extrêmement fiable. J'espère que vous m'entendez correctement parce que tellement il fait froid, c'est pas toujours évident. Une STM SAT à l'arrière, on sent que ça filtre. Alors, faut pas vous attendre à un amortisseur, hein. Mais je sens qu'il y a une bonne filtration à l'arrière. Mais ça, c'est un petit plus de confort. Maintenant, si je l'avais pas, est-ce qu'il me manquerait? C'est pas sûr. Salut! Ça permet de prendre des petits chemins de traverse. On peut rouler un peu de cailloux. C'est ça l'avantage de ce type de vélo. On se pose pas la question. Et ça, c'est pas vachement bien. C'est finalement un peu l'essence du vélo, quoi. On a un vélo de route avec lequel on n'est jamais en difficulté. C'est mon avantage. Là, on a un bout de route. Sur votre gauche, admettons que hop, on doit aller sur le fossé, on doit aller sur les côtés. Là, on peut rouler, il y a des cailloux. Pas de stress. J'aime bien aussi comme ça, là, l'hiver, la neige, le soleil rasant de fin de journée. Qu'aujourd'hui, j'ai travaillé, là, je suis allé rouler. Je suis parti un peu plus tard, après le travail et avant la nuit. Vous voyez, c'est juste l'angoisse de, pour le coup, pas se casser la gueule. Hop, c'est bon. Faut être très prudent dans le virage. Parce que celui qui a une plaque de verglas, je tourne à 2 à l'heure. Allez. C'est good. Bon les amis, je vous emmène à un lieu emblématique de Dijon, un tout petit personnage, plutôt un tout petit animal qu'on appelle la chouette. Regardez, lui ce personnage, c'est une statue de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, et regardez derrière moi la grande tour, justement, elle porte son nom, ça s'appelle la tour Philippe le Bon, et on est à l'arrière donc du palais des ducs de Bourgogne. C'est absolument magnifique. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez que je vous fasse partager ces moments mélangeant vélo et mélangeant patrimoine. En tout cas, moi c'est un des grands plaisirs que j'ai avec le vélo, que je roule ici à Dijon, qui est ma ville. Mais sinon, quand je vais rouler dans d'autres villes de France, c'est vraiment cette découverte qui mixe vélo, patrimoine et aussi terroir au niveau culinaire. En fait, ça c'est filmé. Tu le garderas. Bon, je vous emmène découvrir des petites rues. Vous voyez, on a beaucoup de maisons comme ça à Dijon, des maisons à colombage. Si vous venez à Dijon, vraiment, vous allez vous régaler. Si vous aimez l'ancien, si vous aimez les centres-villes un peu typiques, un peu historiques. Surtout que la ville est en excellent état. Elle était vraiment, enfin, elle est régulièrement en tout cas restaurée. C'est vraiment une ville que j'adore. Vous voyez ici, alors ils sont un peu sous la neige. On a ce qu'on appelle les toits bourguignons. Donc ce sont des ardoises qui sont peintes. Alors là, elles sont un peu couvertes de neige, on les voit moins bien. Celles qui sont très connues, ce sont les toits des hospices de Beaune. D'ailleurs, il faut que je vous emmène les visiter dans une prochaine vidéo. On a comme ça aussi beaucoup d'hôtels particuliers. Donc là, on est rue de la Chouette. Je vais vous montrer plusieurs choses. Tiens, allez, je vais vous montrer là, on va aller à l'intérieur si c'est ouvert, donc j'en profite. Alors, pour la petite anecdote, dans cette rue, il y a pas mal de scènes de films qui ont été tournées, dont Cyrano de Bergerac, avec Gérard Depardieu. Bon, en ce moment, Gérard Depardieu, il n'est pas trop dans l'actualité, mais quand même, le film Cyrano de Bergerac est quand même un monument. Donc, je vous montre, hop. Voilà, on a beaucoup d'hôtels particuliers. Quand on regarde comme ça, on se dit, ouais, c'est pas mal, mais si on se retourne de l'autre côté, regardez un peu l'architecture. Vraiment une très très belle ville à découvrir. Enfin, voilà, je ne suis pas dijonnais d'origine, j'y habite depuis très longtemps, mais je suis vraiment devenu fan de cette ville parce que j'aime beaucoup l'ancien. Enfin, en tout cas, à l'époque où il y avait vraiment des architectures qui étaient vraiment intéressantes. Allez, maintenant je vous emmène voir la Chouette. Alors là, on a une maison très connue à Dijon qui s'appelle la maison Millière, qui est très ancienne. J'ai pas les dates exactes, hein. Faudrait que ah bah il y a un petit panneau, on va regarder ensemble. Moi, je suis pas Laurent Dodge qui fait découvrir les villes. Moi, voilà. Donc ici, rue de la Chette-Mélanville, la maison, elle date de 1483. Donc Maison Millière, qui était une maison donc fondée par Guillaume Millière, qui était marchand, et sa femme Guillemette.
Voilà, et en fait c'est une maison qui est très célèbre à Dijon. Alors je sais pas si on le verra parce que sur le toit vous avez en fait un chat en bronze qui est aussi un des emblèmes de Dijon. Et aujourd'hui c'était transformé en restaurant. Alors là c'est de bonne heure le matin donc tout n'est pas encore ouvert, mais ici c'est restaurant salon de thé. On a ici la moutarde de Dijon, hein, incontournable. Et puis là on va aller voir, je vous disais, l'emblème de Dijon, un des emblèmes de Dijon, qui est donc la chouette de Dijon. Alors nous voilà à la fameuse chouette de Dijon. Alors pour la petite anecdote, il faut toucher la chouette de la main gauche, paraît-il. Donc elle est vraiment polie par le temps parce que quand on la touche et qu'on fait un vœu, paraît-il, qui s'exauce. Alors je ne sais... bon, ça dépend de vos croyances spirituelles ou pas. Et alors pour la petite anecdote, il paraît que pour que ce vœu marche, il faut donc toucher la chouette et il faut voir le petit lézard en même temps qui est ici, qui est une bizarrerie, comme vous voyez, juste là. Et pour que le vœu marche réellement, il faudrait voir, alors si on se recule un tout petit peu, sur le toit là-bas, tout en haut, je ne sais pas si on va le voir, vous avez une chouette également sur le sommet du toit. Et normalement, cette chouette est regardée par un chat qui lui se situe au bout du toit. Et donc ces deux, la chouette et le chat sont en bronze. Voilà, c'est des petits détails comme ça, mais je trouve qu'ils pimentent un peu le sel de l'histoire. Et ici, je vais vous emmener pour la conclusion de cette vidéo devant un lieu que je trouve un des lieux les plus magnifiques de Dijon. En fait, moi je ne suis pas dijonnais d'origine, ça fait très longtemps que j'y habite. Mais c'est un des lieux qui m'a fait craquer historiquement. Vous allez voir parce que c'est incroyable, c'était vu dans beaucoup de films. À l'époque de ma vie, je m'étais beaucoup intéressé aux bâtisseurs des cathédrales. Enfin, j'ai eu une grande époque sur ce sujet-là. Et là, vous allez voir cathédrale Notre-Dame. Et je vous laisse lever les yeux. Donc on a... j'aurais dû vérifier les chiffres avant de tourner la vidéo, mais je les ai plus en tête. On voyait toutes ces gargouilles qui sont toutes différentes, qui racontent une histoire, mais pour ça, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Il faudra que je choisisse où je fais des vidéos de vélo, où je fais des vidéos d'histoire. Donc là, on essaie de mixer un peu les deux. Allez, on va faire la conclusion maintenant de ce vélo et je vais vous dire vraiment ce que j'ai pensé de ce vélo après 4 bons mois d'utilisation. En conclusion, que dire de ce vélo? Ce que j'en ai pensé, les plus, les moins, pour qui il est fait. Dans l'introduction, je vous avais dit que Lapierre positionnait ce vélo sur un segment mi-route, mi-gravel. Alors il faut quand même reconnaître que Lapierre, c'est une très belle marque, mais il y a un gros mais, je ne sais pas pourquoi, ils n'ont pas véritablement pris le virage du gravel. Quand on compare à d'autres marques similaires, il faut comparer ce qui est comparable. Je pourrais citer Orbea, je pourrais citer Scott, je pourrais citer Focus. Lapierre est vraiment, ce sont leurs concurrents directs. Ils ont tous proposé une offre gravel, souvent en mixant des vélos en aluminium et proposant une offre surtout carbone. Lapierre, malheureusement, n'a pas pris ce virage. Ils ont été pourtant assez précurseurs. Ils avaient sorti le Crossil en version aluminium au tout début du gravel. On ne parlait pas encore de groupe Shimano GRX. Il avait sorti à l'époque avec un groupe Tiagra et un groupe Shimano 105. C'était d'ailleurs un vélo qui n'était pas mauvais du tout. Et après, ils n'ont plus sorti de vélo de gravel et ils sont revenus avec une nouvelle version du Crossil uniquement en aluminium, mais pas une offre aussi large qu'on pouvait s'attendre d'une marque comme Lapierre. Donc je pense que cette offre autour du Pultium SLT, c'est un entre-deux, en attendant que peut-être Lapierre arrive avec une véritable offre, je dirais une offre carbone, parce que d'une marque comme Lapierre, on attend des gravels en carbone, je vous dis, comme les grandes automarques. Donc je pense que celui-ci, c'est un intermédiaire qui permet en fait peut-être de patienter en attendant l'arrivée d'une monture digne de ce nom pour le gravel. Pour autant, est-ce que c'est un bon ou un mauvais vélo ?
Alors c'est un vélo que j'ai trouvé excellent. Je vous dis, historiquement, moi j'avais déjà l'ancienne version, le Pulsium. On ne peut pas les comparer. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, j'avais d'abord fait la revue de ce vélo dans le dernier Gravel Magazine. Donc vous pouvez retrouver mon test à l'écrit. Vous me connaissez en images, c'est aussi intéressant de me lire. Et dites-moi d'ailleurs pour ceux qui m'ont lu, ce que vous pensez d'ailleurs de mon style d'écriture par rapport au style de vidéo. Alors, la version précédente était clairement orientée très sportive. Le vélo était beaucoup plus léger, le boîtier pédalier était plus rigide, le vélo était plus vif, plus dynamique. Là, on a un vélo clairement orienté confort. Ça n'est pas la même géométrie, il est plus relevé. C'est vraiment un vélo typé endurance, qui finalement correspond quand même à une grande majorité des cyclistes. Si vous n'êtes pas compétiteur, clairement, si vous êtes compétiteur, ce n'est pas le vélo qui est fait pour vous. Mais si vous n'êtes pas compétiteur, j'ai la goutte au nez, désolé, si vous n'êtes pas compétiteur, ce vélo est clairement fait pour vous. Et aujourd'hui, si moi je faisais de la route, c'est vraiment clairement un vélo sur lequel je pourrais m'orienter. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes jamais pris en défaut. Quand vous êtes sur, surtout l'hiver, là par exemple, des routes avec de mauvais asphalte, eh bien avec ces pneus un peu larges, en 32, légèrement crantés, jamais vous serez en difficulté. Je me déplace beaucoup en France, si vous me suivez un peu dans mes stories, j'emmène souvent un vélo avec moi, je prends des traces à l'arrache sur Komoot et parfois quand on prend des traces à l'arrache sur Komoot, on part sur la route et puis tout d'un coup on va se trouver sur un segment un peu gravelisant et quand on est sur des petits pneus en 25, en 28, on a souvent un peu peur sur son vélo. Là, l'avantage c'est qu'on n'est jamais pris en défaut et ça c'est la grande qualité de ce vélo. Pour les purs routiers, si vous voulez un mulet, donc un vélo pour passer l'hiver, une nouvelle fois c'est vraiment un très bon vélo, je trouve confortable, adapté. Et ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est le braquet double plateau. Je trouve que le 48-11, aujourd'hui compte tenu de ma condition physique, c'est un braquet je trouve qui s'emmène extrêmement bien, qui est très fluide et j'ai vraiment apprécié. J'ai apprécié l'intégration. Vraiment, ça c'est toutes les qualités. Alors clairement, est-ce qu'on peut dire que c'est un vélo de gravel? La réponse c'est clairement non, n'est pas gravel qui veut. Il ne suffit pas de mettre un groupe Shimano GRX, des pneus un tout petit peu crantés pour transformer un vélo de route en vélo de gravel. C'est clairement un vélo d'endurance avec des capacités de gravel léger, chemin blanc, route un peu défoncée, petite route de campagne, mais ne vous attendez pas à vous lancer dans ce qu'on pourrait appeler du gravel un peu plus engagé, dans des pierriers. Ça n'est pas la vocation de ce vélo. Donc sachez, si vous l'achetez, c'est pour la route, mauvais asphalte, chemin léger, chemin blanc. Et si vous l'utilisez à cet aspect-là, eh bien vous aurez un vélo qui va absolument vous régaler. D'autant qu'en ce moment, ce vélo qui était vendu initialement à plus de 3 700 € est actuellement aux alentours de 2500, 2600 €. Ça va dépendre des sites. Donc je pense qu'à ce prix-là, c'est vraiment une excellente affaire. Dites-moi maintenant dans les commentaires, pour ceux qui peut-être roulent avec ce vélo, ce que vous en pensez, les qualités, les plus, les moins. Et comme d'habitude, on continue l'aventure sur Facebook, sur Instagram. Pensez à lâcher un petit pouce bleu, c'est important pour le référencement de la chaîne. Mettez vos commentaires et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao!